Merci. Monsieur, Oui, juste, il y a un contrôle de 1h30, si j'ai bien entendu. 1h15, Si vous avez- 1h15. 1h15, mais dedans, il y a un QCM et un travail... Non, à l'intérieur, il n'y a, plus. que des cas pratiques. Ah, ok. Il n'y a pas du tout de QCM? Non. D'accord. Non, alors, certains enseignants mettent QCM et cas pratiques, et moi je vous dis qu'il n'y aura que des cas pratiques. Ok. Voilà, parce que, mais bon, c'est la même chose, hein, parce que je transforme les QCM dans des questions. Hein, donc ça revient à la même chose. Et monsieur, du coup, ça sera, on répondra en numérique, on tape les réponses. Non, vous aurez le fichier qui est en Word, et vous répondez dessous. Et on le redépose. Et après, ensuite, vous le redéposez. Ok, d'accord. Particularité, moi je serai sur Zoom, donc si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Pas des questions en lien, avec le cours, hein, parce qu'il y a eu un examen mardi, personne ne venait me dire ouais, mais est-ce que c'est ça la réponse? Oui, c'est bon quand même. Hein, je manque d'expérience, mais quand même se faire avoir sur des choses comme ça, c'est quand même il va falloir s'accrocher pour me prendre des informations. Ok? Monsieur, mais je peux pas écrire sur une feuille et après scanner et vous envoyer? Et si vous souhaitez, oui, et après vous la scannez. Ah bon, ok. Oui, non, ça c'est possible. Non, mais à la question qui m'était posée, est-ce que l'on peut écrire après le sujet d'examen sur Word? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ok? Allez, on va traiter désormais la partie responsabilité dans votre cours qui est ici, la partie responsabilité. Alors, c'est là, voilà. Donc la partie responsabilité. Quelle différence faites-vous entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale? On l'avait vu lors du premier cours. Quelle différence faites-vous entre les deux responsabilités? À quoi ça sert, la responsabilité civile et la responsabilité pénale? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme sanctions différentes? Quand c'est la responsabilité pénale, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sanction? La prison? La prison ou une amende. Une amende, c'est-à-dire c'est une somme d'argent que l'on va être amené à verser à l'État. Alors que quand c'est la responsabilité civile, ça va être des dommages et intérêts. Mais la particularité, c'est que la personne qui va le recevoir ne va pas être la même. En effet, la responsabilité civile a pour but de réparer les dommages injustement causés à une personne. Les dommages injustement causés à une personne. Autrement dit, j'ai eu un préjudice du fait d'une situation fautive, j'ai eu un préjudice et je souhaiterais obtenir une indemnisation. Je souhaiterais obtenir une indemnisation. Ça va être le principe de la responsabilité, la responsabilité civile. Donc, j'ai eu un préjudice. Pourquoi? Parce que à la suite d'un accident, j'ai eu par exemple un bras cassé ou j'ai perdu de l'argent. Ça, c'est un préjudice. Et à partir de là, je vais demander réparation. Donc, en matière de responsabilité civile, la personne qui va recevoir, qui va être amenée à recevoir la somme d'argent, ça va être la personne qui intente l'action. Vous m'avez causé un préjudice. À partir de là, on va être en présence, d'une réparation financière. En
matière pénale, la situation est différente. Pourquoi? Parce qu'on souhaite réparer un préjudice causé à la société. Parce qu'une personne a réalisé une infraction. Autrement dit, on ne va pas indemniser la personne qui a subi un préjudice, c'est parce que l'acte que j'ai commis est un acte illégal. Pourquoi? Parce que condamné par le législateur, qu'on va être en présence, c'est une sanction. Donc, ce n'est pas du tout le même fondement. La responsabilité civile, c'est indemniser la personne qui a eu un préjudice, alors que la responsabilité pénale, c'est être sanctionné parce qu'on a commis un acte que la loi interdit dans une vie normale en société. Si je tape sur quelqu'un, si je le blesse, ben, il va pouvoir y avoir deux types d'actions. Mais une blessure volontaire d'une personne, ça c'est du pénal. Et de l'autre côté, il va y avoir une indemnisation au titre du préjudice. Donc, pénal et civil sont deux actions différentes, même si ces deux actions peuvent être mises en œuvre dans la même action en justice. Mais deux fondements différents et deux finalités différentes. La finalité de la responsabilité civile, c'est l'indemnisation de la victime. La finalité de la responsabilité pénale, c'est condamner l'auteur d'une infraction qui est prohibée par la loi. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne prendras pas l'argent de la société pour partir en vacances. Avec ta famille. Donc ça, c'est la différence entre responsabilité civile et responsabilité pénale. Donc, la responsabilité civile, c'est créer une obligation de réparation, et le plus souvent une réparation financière. Alors il peut y avoir d'autres formes de réparation. Par exemple, mon voisin abattit un mur qui totalement illégal, qui m'empêche désormais d'avoir un point de vue, sur une montagne. Et là, je peux saisir le tribunal et faire ordonner la destruction de ce mur. C'est pas du pénal, ça va relever du principe de la responsabilité civile. Mais de façon générale, on va être ici en matière de responsabilité civile, ça va être le principe d'une indemnisation. Quand on parle de responsabilité civile, il y a en fait deux responsabilités civiles. Il y a la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile extra-contractuelle. Dans les deux cas, ça va aboutir à une indemnisation et le raisonnement pour obtenir l'indemnisation va être le même. Sauf qu'il va y avoir ce qu'on appelle des fondements juridiques différents. Une responsabilité civile contractuelle est une responsabilité qui est fondée sur l'inexécution d'un contrat. Alors par exemple, j'ai demandé à une entreprise de procéder à un déménagement de ma maison, sauf que à l'occasion de ce déménagement, il casse un meuble qui était de valeur. Mais là, c'est une responsabilité contractuelle qui va donner lieu à une indemnisation. En revanche, une responsabilité civile extra-contractuelle, c'est une responsabilité qui va découler d'une situation particulière, à savoir qu'il n'y a pas eu contrat entre les deux personnes. Et pourtant il va y avoir un préjudice. Imaginez que vous allez vous retournez faire des cours en présentiel à l'INSA, donc vous êtes très positif, très positif, et là vous êtes bousculé par une mémé qui fait du skate et qui vous renverse et qui vous blesse.
Mais là, il n'y a pas, de relation contractuelle entre cette mémé maladroite et vous. Donc là, on serait sur le principe d'une responsabilité extra-contractuelle. On dit également une responsabilité délictuelle. Donc, c'est le fondement juridique qui est différent, mais vous allez voir que le raisonnement juridique derrière est le même, que ce soit du contractuel ou de l'extra, de l'extra contractuel. Donc, contractuel, une exécution du contrat, extra-contractuel, une relation fautive, mais qui n'est pas basée sur un contrat. Donc, dans tous les cas, pour qu'il y ait une action en responsabilité civile, il faut la réunion de 3 conditions. Il faut qu'il y ait un fait générateur, ce qu'on va appeler une faute. Il faut qu'il y ait un dommage et il faut qu'il y ait un lien de causalité. Une faute, un dommage, un lien de causalité. C'est la grande différence avec la responsabilité pénale. Vous allez voir qu'en matière de responsabilité pénale, il faut qu'il y ait uniquement une faute, ce qu'on appelle une infraction. Mais il n'y a pas besoin qu'il y ait de dommage qui ait été créé. Par exemple, si vous êtes arrêté au volant de votre voiture parce que vous avez grillé un feu rouge, ne dites pas à l'agent de police qui vous a arrêté, mais monsieur l'agent, je ne comprends pas. Certes, j'ai fait une faute, mais je n'ai causé aucun accident. Et en matière de responsabilité, le prof de droit nous a appris qu'il faut à la fois une faute, un dommage et un lien de causalité. Oui, mais ça c'est en matière pénale. C'est en matière civile. En matière civile, il faut une faute, un dommage et un lien de causalité. Si j'apporte la preuve d'une faute et pas de dommage, il ne peut pas y avoir d'action en responsabilité civile. En revanche, si on apporte la preuve qu'il y a eu une infraction en matière pénale, il n'y a pas besoin d'apporter la preuve d'un préjudice. Le fait de commettre une infraction justifie la sanction pénale. Donc, il faut qu'il y ait, en matière de responsabilité civile, une faute, un dommage et un lien de causalité. Qu'est-ce que c'est une faute ? C'est là où il va y avoir la différence entre la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile extra-contractuelle. La responsabilité civile extra-contractuelle. Donc, pourquoi il va y avoir cette différence ? C'est que le fondement va être différent. Concernant la responsabilité civile contractuelle, la responsabilité va dépendre de la nature de l'obligation. Il y a dans des contrats, certains contrats qui ont une obligation de résultat et d'autres une obligation de moyens. Et donc, on va essayer de déterminer, au regard de l'obligation qui à la charge de celui qui devait la respecter, à savoir le débiteur de l'obligation, il va y avoir une appréciation pour savoir s'il a exécuté ou non exécuté, mal exécuté ou non exécuté son obligation. Donc, il y a une faute quand il y a le non-respect d'une obligation contractuelle. Question. L'INSA a vis-à-vis de vous une obligation de moyens ou une obligation de résultat? Donc le rapport entre l'INSA et les étudiants de 4e année. De moyens. De moyens. Alors, c'est quoi une obligation de moyens? C'est qu'on promet de mettre en œuvre tous les moyens pour arriver à un résultat, mais on ne promet pas de résultat. On ne promet pas de résultat. Alors qu'une obligation de résultat, on promet un résultat. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Alors, moi, je vais vous donner un exemple et il va falloir m'en donner d'autres. Pour une obligation de moyens, par exemple, le médecin a une obligation de moyens. Il promet de soigner, il ne promet pas de guérir. Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple d'autres professionnels qui ont une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat?
Un avocat? Un avocat. Qu'est-ce qu'il a comme obligation, Camille? Il a une obligation de moyens. Il va promettre de faire en sorte de tout mettre en place pour qu'il soit bien défendu, mais il ne promet pas que la personne gagnera forcément le procès. Exactement. Il promet de défendre, il ne promet pas de gagner. On est d'accord. Autre professionnel qui aurait une obligation de moyens. Est-ce qu'un salarié a une obligation de moyens ou une obligation de résultat? Quand vous allez rentrer dans l'entreprise, vous avez une obligation de moyens ou une obligation de résultat? De résultat, non? De résultat. Voilà, c'est un salarié n'a qu'une obligation de moyens. Mais attention, l'obligation de moyens, ça ne veut pas dire qu'on peut ne pas avoir de résultat. L'obligation de moyens, ça veut dire que qu'on est dans une situation où on doit mettre tout en œuvre pour arriver à un résultat. Et si on prouve qu'on n'a pas mis tout en œuvre, on peut être sanctionné. Si par exemple l'avocat n'a pas mis en œuvre une jurisprudence connue de tout le monde, ou il n'a pas fait en sorte de faire appel dans les temps, il n'a pas mis tous les moyens pour que ça gagne. Et donc sa responsabilité sera engagée. Maintenant, on va citer une obligation de résultat. Dans une obligation de résultat, on promet un résultat. Par exemple, quand la SNCF vous transporte et arrive à 2 minutes en retard, c'est une faute. C'est l'obligation de ponctualité du transport ferroviaire, c'est une faute. On pourrait demander une action en responsabilité civile. Attention, faute, c'est pas suffisant. Il faut arriver à prouver un dommage. Comment vous allez arriver à prouver un dommage si vous arrivez 2 minutes en retard? C'est pour ça que la SNCF dit qu'au bout d'un certain nombre de retards, elle préfère proposer à ses clients une indemnisation parce qu'elle sait qu'elle est en tort. Hein, elle sait qu'elle est en tort. Mais le fait d'arriver en retard, c'est une faute de la SNCF. Est-ce que vous pouvez me citer d'autres professionnels qui ont une obligation de résultat? Restaurateur. J'ai pas entendu demain. Un restaurateur. Alors, restaurateur, oui, il a une obligation de résultat sur la qualité des produits, mais pas forcément sur le goût. Ça va Après, et il doit un peu faire en sorte qu'on tombe pas malade, et qu'on soit pas intoxiqué après, quoi. Mais c'est là où il a une obligation de résultat, c'est de travailler avec des produits frais. Mais après que ça soit bon, hein, vous savez, ça ce sont les hasards de la cuisine. Citez-moi d'autres professionnels qui ont une obligation de résultat. Une entreprise qui fait des travaux, peut-être? Exactement. Dans le secteur du BTP, on a le principe d'une obligation de résultat. Il y a un chirurgien, a-t-il une obligation de moyens ou de résultat? De résultat. Par principe, une obligation de moyens. Hein, par principe, une obligation de moyens, sauf sur des opérations qu'on va qualifier de faciles, hein, des opérations qualifiées de faciles, où là, à partir de là, il y aura pas il n'y a pas de doute. Et il y a un professionnel, un chirurgien qui lui a automatiquement une obligation de résultat. C'est le chirurgien esthétique. Lui, de par la loi, il a une obligation de résultat. Ouais, peut-être que parce qu'il y a eu quelques difficultés sur ce point. Donc, vous voyez bien, pour arriver à déterminer si la responsabilité va être engagée, il faut être amené à déterminer si il y a lieu de prendre en compte la responsabilité, l'inexécution de l'obligation. Alors, dès lors qu'il va y avoir un aléa dans l'exécution de l'obligation, ça va être une obligation de moyens.
Peut-être qu'un jour, nous retrouverons les pistes de ski, alors peut-être au mois de juin, hein, quand on sera totalement déconfiné, peut-être on pourra aller skier, et qu'il restera de la neige accumulée depuis des mois. Et on montera sur un télésiège. Et là, on s'interrogera de savoir quelle est l'obligation de la société qui nous a vendu le forfait de ski. Et peut-être que vous vous rappellerez à ce moment-là que quand vous êtes en l'air, c'est-à-dire que quand vos pieds ont décollé du sol, si la nacelle dans laquelle vous êtes tombe, c'est le non-respect d'une obligation de résultat. Pourquoi? Parce que c'est à l'entreprise qui assure la sécurité de vous promettre la sécurité. Donc si ça tombe directement, c'est une obligation de résultat. En revanche, si c'est vous qui avez ouvert l'élément de protection et que vous tombez, bien entendu, l'obligation de résultat n'est pas retenue vu que vous n'avez pas respecté les conditions. Donc l'obligation de résultat s'applique tant que vous respectez les obligations l'obligation de sécurité. En revanche, quand vos pieds, enfin plutôt vos skis, vont tomber, vont être amenés à tomber, à être sur le sol, à être sur le sol. Là, on n'est que sur une obligation de moyens. Pourquoi? Parce qu'il y a un ski qui peut partir d'un côté ou de l'autre et faire tomber tout le monde. Et l'obligation de moyens qu'il va y avoir, sur l'obligation qu'il va y avoir, ça va être une obligation de moyens. C'est le fait d'arrêter le plus rapidement possible le téléski. Donc, on part ici l'obligation de résultat, l'obligation de moyens, ça c'est de la responsabilité contractuelle. Maintenant, passons sur la responsabilité extra-contractuelle. Et là, il y a deux types de responsabilités qui peuvent être engagées. Donc, on est bien d'accord qu'on est en présence d'une situation où il n'y a pas de lien contractuel. Mais que la responsabilité va pouvoir être engagée parce qu'il va y avoir une notion de faute. Et donc, il va y avoir deux types de responsabilités. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait personnel, et la responsabilité du fait d'autrui. Et la responsabilité du fait d'autrui. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir comme différence? La responsabilité du fait personnel, c'est une responsabilité un acte que j'ai moi-même commis. À partir de là, quand j'ai commis cet acte, on va être en situation où je vais assumer ma responsabilité. Je bouscule quelqu'un dans la rue, malencontreusement, je vais assumer, c'est moi qui vais assumer la responsabilité des dommages que je vais pouvoir causer. J'ai un accident de circulation où je suis foutu, je vais assumer les éléments de responsabilité. Dans le cadre d'une soirée étudiante, il y a eu 2-3 petites baffes qui sont parties. Bon, moi j'en ai mis une un peu plus appuyée sur quelqu'un, je lui ai cassé son nez. Ben, là, on va être bien entendu sur une responsabilité du fait personnel. Et là, on est bien sûr sur l'angle responsabilité civile. Attention, il peut y avoir de responsabilité pénale. Cette responsabilité personnelle, c'est celle qui peut concerner le dirigeant. Le dirigeant, ce que nous avons vu la dernière fois, c'est que si le dirigeant ne respecte pas les statuts, si le dirigeant ne respecte pas l'objet social, si le dirigeant passe des actes qu'il ne devrait pas passer, ça peut être sa responsabilité personnelle qui va être engagée. Il travaille pour une institution, mais ça peut être sa responsabilité personnelle qui peut être amenée à être engagée dans ce type de situation. À côté de cette responsabilité personnelle, il peut y avoir, et on va plus loin, une responsabilité du fait d'autrui. Une responsabilité du fait d'autrui. C'est-à-dire que l'on va être responsable pour les actes commis par des personnes dont on a la garde.
par des personnes dont on a la garde. Alors, que sont ces personnes dont on a la garde? Alors, ces personnes, on arrive à les identifier. Par exemple, c'est les enfants, c'est les pères et mères pour leurs enfants. C'est-à-dire que jusqu'au moment où vous avez 18 ans, tous les dommages que vous pouviez causer, c'était vos parents qui étaient censés les assumer, qui étaient censés les assumer. À l'heure actuelle, vous êtes, a priori, si vous êtes là, c'est que si vous êtes en 4e année, c'est qu'a priori, vous êtes considéré comme majeur. Majeur, c'est plus de 18 ans. Désormais, si vous causez un dommage et que votre responsabilité est engagée, vous allez assumer seul ce dommage. Vous allez assumer seul ce dommage sur votre patrimoine. Alors, vous pourrez toujours aller voir vos parents, mais là, vous pourriez avoir une réponse en disant, mais tu sais, pendant 18 ans, j'ai épongé toutes tes dettes, mais maintenant, le principe de l'autonomie, le principe de la maturité, c'est d'être responsable de ses actes. Et là, ils vous citeront Nietzsche en disant, être libre, c'est être responsable. Voilà. Et ça c'est très bien, mais quand on doit payer une dette, c'est pas avec ce type de de citation qu'on arrive à trouver une solution. Mais c'est une solution philosophique. Donc, on peut être responsable des dommages causés par une autre personne. C'est ce qu'on appelle une responsabilité du fait d'autrui, c'est-à-dire d'une autre personne. Également, qui va être responsable du fait d'autrui? C'est l'employeur vis-à-vis des actes commis par son salarié. L'employeur vis-à-vis des actes commis par son salarié. Donc si un salarié commet un acte non volontaire, non intentionnel, bien entendu, par exemple un plombier qui arrive chez une personne et avec sa caisse à outils, il est amené à casser quelque chose, ben, ça sera la responsabilité de l'entreprise. Donc l'élément à prendre en compte, c'est est-ce qu'il y a un caractère intentionnel, ou est-ce qu'il y a un caractère, il y a un caractère non intentionnel. Si c'est non intentionnel, ça va être la responsabilité de l'entreprise. Si c'est un caractère intentionnel, ça va être la responsabilité du salarié. Donc, si le salarié, même s'il était dans le cadre de son travail, a commis un acte qui faisait en sorte, qui faisait en sorte de nous être mis en totalité en dehors du lien de subordination. Si par exemple le salarié pendant ses heures de travail a braqué un bureau de tabac et a blessé quelqu'un, mais bien sûr c'est pas la responsabilité de l'employeur, c'est pas la responsabilité de l'employeur. Mais si dans le cadre de travail il a un accident non volontaire, ça sera la responsabilité civile de l'employeur. Donc on voit bien, il faut qu'il y ait dans un premier temps une faute. Il faut que dans un premier temps, qu'il y ait une faute. Après la notion de faute, il faut qu'il y ait un dommage. Sans dommage, il peut y avoir une faute, il n'y aura pas d'action en responsabilité civile. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est la caractéristique du principe de la responsabilité civile. Je vous prends un exemple. Qu'un jour un juge m'a rapporté. J'avais intenté une action contre mon propriétaire il y a un certain nombre d'années. Pourquoi ? Parce que la maison qu'il louait, il ne l'entretenait pas et ça présentait un caractère fautif. Alors, il y avait un certain nombre de points que j'avais mentionné, et bon, certains j'ai obtenu raison, mais il y en a un qui était sensible, c'est que chaque fois que l'on prenait un bain, l'eau allait dans la fosse septique, et là vous aviez une remontée pendant 3/4 d'heure, 1 heure, d'une odeur nauséabonde dans la maison qui venait de la fosse septique. Donc ça, c'était un défaut soit de conception, soit d'entretien de la fosse septique, mais ça relevait de la responsabilité du propriétaire.
Donc, il y avait bien faute, ça avait été bien constaté par huissier, donc j'avais bien la preuve de la faute, sauf que la juge m'a objecté que je ne prouvais pas le préjudice. Je ne prouvais pas le préjudice. Alors, on sentait bien l'odeur, mais quel type de préjudice? Quel type de préjudice? Alors, j'avais bien 2-3 attestations de personnes qui disaient que quand ils étaient venus, ils avaient eu une odeur et que ça avait été considéré comme désagréable, mais force est de constater que ces personnes ne disaient pas que jamais ils ne reviendraient à la maison et que ça me créait un préjudice matériel, voire un préjudice moral. Je n'arrivais pas à prouver que la personne avec qui je vivais était partie à cause de cette odeur nauséabonde, etc., etc. Donc, j'arrivais à prouver la faute, je n'arrivais pas à prouver le dommage. Et la juge a eu entièrement raison, parce que c'est la base de la responsabilité civile. Heureusement, sur d'autres points, elle m'avait donné raison, mais là, c'est elle qui avait raison. Il y avait une faute, mais il n'y avait pas forcément de dommage. Quelles doivent être les caractéristiques de ce dommage? Pour que le dommage soit indemnisé, il doit présenter certaines caractéristiques. Première caractéristique, il doit présenter un caractère certain. Autrement dit, un préjudice, ce n'est pas un préjudice éventuel. C'est un préjudice réel, c'est un préjudice certain. Donc le plus souvent, c'est un préjudice présent. C'est ce que j'ai vécu à ce moment-là qu'on va être amené à prendre en compte. Par exemple, si la mémé m'a fait tomber, m'a fait casser le bras, si je ne peux pas aller travailler et que j'en subis un préjudice, et tout le temps où je ne peux pas aller travailler, là, on va être sur un préjudice, sur un préjudice réel, un préjudice certain, c'est-à-dire un préjudice présent. Il y a certains cas où le préjudice alors préjudice et dommage, c'est la même chose, où le préjudice et le dommage peut être futur. Alors là, c'est là où il va falloir être amené à prouver ce caractère futur. En effet, ce préjudice futur, il va falloir toujours qu'il y ait un caractère certain. Et là, c'est la notion de perte d'une chance. Et donc, on peut être amené à invoquer une perte de chance, mais il va falloir qu'il y ait véritablement une espérance future, sérieuse, réelle et sérieuse. Prenons l'exemple, vous êtes en 5e année d'ingénieur, et donc vous êtes dans une situation particulière, c'est-à-dire que vous avez fait votre stage, vous avez des bonnes notes, etc., et vous avez une offre d'emploi pour entrer dans l'entreprise où vous souhaitez rentrer. Et là, juste au moment où vous allez rendre votre rapport à l'INSA, une voiture vous fauche et vous empêche de passer, alors je ne sais pas si c'est un, mais bon, acceptez l'idée, le grand oral de fin d'année d'études à l'INSA. Et résultat, vous ne pouvez pas avoir votre 5e année, et résultat, cette entreprise qui vous avait fait une promesse d'embauche, ne vous emploie pas parce que vous ne pouvez pas vous présenter. Et résultat, là, on peut être amené à prouver une perte de chance. Pourquoi? Parce que vous étiez très proche d'avoir votre diplôme de l'INSA, vous n'étiez pas juste au 2e trimestre de l'année du bac en disant, voilà, si j'ai le même accident, mais je ne pourrais pas devenir ingénieur INSA. Je crois qu'entre le bac et la 5e année de l'INSA, il y a quand même quelques petites étapes à passer. Donc à partir de là, la perte de chance peut être indemnisée dès lors qu'il va y avoir un caractère certain. Vous allez voir dans le cas pratique qu'on va faire, une personne qui est en première année de droit, elle va pouvoir difficilement demander une indemnisation de 5 000 € par mois sur 40 ans, parce qu'elle n'a pas pu devenir avocate, parce que la personne n'a pas pu devenir avocate. Donc, le préjudice doit être certain. Le préjudice doit être direct. Et ça, on le verra quand on fait le lien de causalité. Et le préjudice doit être légitime. En effet,
un voleur qui passe par un toit et qui tombe par le plafond, tout simplement parce qu'il y avait des réparations chez la personne, chez la personne qui était en train de voler, ce voleur ne peut pas intenter une action en responsabilité civile en disant qu'il a subi un préjudice, il s'est cassé une jambe du fait du manque de signalisation dans la maison du fait des travaux. Du fait des travaux. Donc il faut que ça présente un caractère légitime. Ensuite, il faut déterminer le type de préjudice. Il faut déterminer le type de préjudice. Et là, il y a 3 types de préjudice. Il y a 3 types de préjudice. Il y a le préjudice matériel, le préjudice corporel et le préjudice moral. Et le préjudice moral. Le préjudice le plus facile à appréhender, c'est le préjudice matériel. Autrement dit, c'est le préjudice financier. Du fait de la faute qui a été commise, j'ai subi un préjudice financier, c'est-à-dire une atteinte à mon patrimoine. Soit parce que j'ai eu plus de dépenses, Par exemple, si j'ai eu un accident, il y a eu des frais médicaux qui n'ont pas été remboursés. Soit également parce que j'ai eu un manque à gagner, c'est-à-dire que je n'ai pas pu avoir des revenus alors que je pouvais avoir des revenus. Par exemple, imaginons qu'une voiture rentre dans la façade d'un bar-restaurant. Là, il y a une indemnisation concernant les dégâts qu'il va falloir mettre en place, mais également une indemnisation concernant le manque à gagner, c'est-à-dire la clientèle qu'on ne peut pas avoir pendant cette période. Donc ça va être le préjudice matériel. À côté de cela, il y a le préjudice corporel. Le préjudice corporel, c'est une atteinte au corps humain. Alors, vous voyez que dans le polycope, on traite du préjudice corporel ici, et de suite, on le traite en bas, là-bas, en bas de la page de la page 46. Qu'est-ce que c'est le préjudice corporel? On dit souvent que c'est le prix de la douleur. C'est le prix de la douleur, c'est-à-dire les souffrances morales et physiques subies par la victime. Le prix de la douleur, c'est aussi le préjudice esthétique, c'est-à-dire tous les éléments qui vont rester sur le corps d'une personne et qui donc de cette façon cette personne va être amenée à en subir les conséquences. Donc préjudice matériel, préjudice corporel. Et troisième préjudice, c'est le préjudice moral. Alors, le préjudice moral, on dit souvent que c'est le prix des pleurs. C'est le prix des pleurs. Le préjudice corporel, c'est le prix de la douleur, alors que le préjudice moral, c'est le prix des pleurs. Alors, c'est une atteinte à l'image, c'est une atteinte à l'honneur, à la réputation, mais c'est aussi la tristesse d'avoir perdu une personne ou un être, etc. Bon, bien entendu, c'est au juge de déterminer le montant du préjudice. C'est au juge de déterminer le montant du préjudice. Donc, on voit bien par rapport à ça, que on est en présence de l'obligation d'avoir un dommage. Troisième condition, faute, dommage, il faut qu'il y ait un lien de causalité. Qu'est-ce que c'est le lien de causalité? Il faut qu'il y ait un rapport de cause à effet, entre la faute et le dommage. Et ce rapport, cette cause, ce lien de causalité doit être direct. Je prends un exemple. Je suis un agriculteur qui a un troupeau de vaches et c'est mon unique revenu. J'achète à un marchand une vache que je veux mettre dans mon troupeau. Or, c'est une vache enragée qui va contaminer tout mon troupeau. Conséquence, je dois abattre tout mon troupeau. Conséquence, je n'ai plus de moyens de subsistance. Conséquence, mon couple qui n'était pas déjà en forme
mon épouse demande le divorce. À partir de là, je n'ai pas les moyens d'entretenir la ferme que je dois vendre. Problème, je vends la ferme avec un déficit, une moins-value. Et n'ayant plus de ferme, je vais travailler à la ville. À la ville, je prends un poste d'ouvrier et une après-midi, alors que je pensais à mes vaches, à ma ferme et à l'air libre, il y a un massicot qui arrive et qui me coupe un doigt. Quelle va être la demande d'indemnisation que je vais faire au marchand de la vache enragée? Est-ce que ça va être l'indemnisation du doigt, la moins-value de la vente de la ferme ou uniquement la destruction du troupeau? Mais une causalité directe, ça va être uniquement la cause immédiate, c'est-à-dire la cause qui est en lien direct avec le dommage, autrement dit, l'indemnisation du troupeau. Toutes les autres causes sont des causes indirectes. OK? Donc, faute, dommage, lien de causalité. Dernier point, il est possible de s'exonérer de sa responsabilité, à partir du moment où on apporte la preuve d'une cause étrangère. Alors ça, c'est à la fin du cours. C'est à la fin du cours. D'une cause étrangère. Par exemple, c'est le cas d'une obligation de résultat. Une obligation de résultat, comment je peux apporter la preuve d'une cause étrangère. Je peux apporter l'apport des causes d'exonération. Et c'est l'exemple de la force majeure. Il y a certains points pour lesquels j'avais promis une obligation de résultat, mais cette obligation de résultat ne peut être respectée parce qu'il y a eu un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à l'entreprise. Donc, par exemple, s'il y a eu une inondation, s'il y a eu un attentat terroriste proche de mon entreprise et qui a tout fait disparaître, ben là, même mon obligation de résultat, je pourrais m'exonérer tout simplement parce qu'il y a eu une cause étrangère. Sauf qu'il faut être amené à apporter la preuve de la cause étrangère. Et les juges ont une appréciation assez stricte de cette cause étrangère. Pour savoir si vous avez bien compris cela, je vous propose qu'on aille faire un cas pratique qui va nous permettre de reprendre tous les éléments en lien avec ce raisonnement. Et le cas pratique, vous l'avez dans le cours, je vais vous le faire apparaître, si j'y arrive. Donc, c'est le premier cas pratique qui traite responsabilité civile, qui traite sur le principe de la responsabilité civile. Hop. Voilà. Je vais vous le mettre ici. Voilà. C'est ce cas pratique qui est ici. Donc, je vais vous demander de le lire et on va être amené à le traiter.
C'est bon? Alors, on va le lire ensemble, et quelqu'un va se proposer pour y répondre, mais non pas pour m'apporter une réponse, pour répondre aux questions que je vais vous poser. C'est-à-dire que c'est moi qui vais vous aiguiller dans la réponse. Donc la société Sud Plastique, producteur de pièces détachées sur mesure, a conclu un contrat avec la société Concept Habitacle, sous-traitant de la société Toyota France, le 15 septembre 2019. Donc, il y a un contrat entre deux sociétés, il y a un contrat entre trois sociétés. La société Toyota qui a passé un contrat avec la société Concept Habitacle, qui elle-même a sous-traité une partie à la société Sud Plastique. Donc, le contrat porte sur 10 000 pièces de plastique, référencées étant éléments qui doivent s'intégrer à l'habitacle de la Toyota Yaris. Le montant de ce contrat est de 30 000 € et suivant les plans fournis par le client. Dans sa clause 10, le contrat fixe une date limite de livraison au 20 octobre 2019. La société Sud Plastique est située dans l'Hérault, près de la ville de Montpellier. Elle a été victime d'un dégât des eaux très important du fait des intempéries du 13 et 14 octobre 2019. L'atelier de production est inondé et les pièces objets du contrat sont entièrement détériorées. La société ne peut honorer son engagement. La société Concept Habitacle se trouve alors dans l'impossibilité de respecter ses propres engagements vis-à-vis de la société Toyota. Elle assume une perte financière de 100 000 € et les dirigeants de Toyota la menacent de rompre leurs relations contractuelles pour l'avenir. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est la responsabilité de la société Sud Plastique, de la société Sud Plastique. Alors, qui souhaite être amené à répondre aux questions? Alors, vous verrez que je vais vous aiguiller, et ce qui va vous permettre de comprendre le raisonnement que l'on va attendre de vous. Alors, qui souhaite se lancer? Bon, je vais désigner. Allez, ceux qui sont arrivés en retard. Féti. Oui. Alors, ça c'est le privilège d'arriver en retard. Donc, ici, si la société Concept Habitacle engage une action en responsabilité contre la société Sud Plastique, est-ce que ça va être une action en responsabilité contractuelle ou une action en responsabilité extra-contractuelle? Je dirais contractuel, du coup. Pourquoi? Il y a un contrat. Exactement. À partir du moment où il y a un contrat, on va être sur une action en responsabilité contractuelle. Ensuite, donc, on sait que pour qu'il y ait responsabilité civile, il faut qu'il y ait une faute, un dommage et un lien de causalité. Premier point, Féti, l'obligation qu'avait la société Sud Plastique vis-à-vis de la société Concept Habitacle était une obligation de moyens ou une obligation de résultat? De résultat. Pourquoi? Parce qu'il devait livrer avant le 20 octobre, donc... Exactement. Il s'était engagé à livrer dans un certain délai et ils n'ont pas respecté ce délai. On est d'accord. Ensuite, est-ce que la société Sud Plastique pourrait s'exonérer de sa responsabilité par un cas de force majeure? Oui, parce qu'en soi, c'est à cause des intempéries, c'est pas de... Enfin, c'est un fait extérieur, quoi, la cause. Allez-y, développez. C'est un peu comme l'exemple des attentats que vous avez dit. C'est-à-dire Oui. que c'est du fait des intempéries qui n'ont pas pu respecter leur engagement. Oui. Alors, la question qu'on va être amené à se poser ici, est-ce que des intempéries, peuvent être considérées comme un cas de force majeure?
vu qu'ils ont eu un dégât des eaux. Ah oui. Sauf que moi, je m'adresse à un professionnel, et si au premier dégât des eaux, il me dit que sa responsabilité ne va pas être engagée, elle ne va jamais être engagée. Est-ce que moi, professionnel, je ne dois pas anticiper ce type de dégâts des eaux? La force majeure, pour qu'elle soit reconnue, il faut véritablement qu'elle ait un caractère imprévisible. Des intempéries près de Montpellier au mois de septembre, au mois d'octobre, ça s'appelle le syndrome Cévenol. Syndrome Cévenol, ça veut dire qu'il y a des gros orages qui arrivent. Donc ça veut dire que une intempérie, ça ne peut pas en soi mettre en place la force majeure. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait pour que ces intempéries soient considérées comme un cas de force majeure? Qu'on soit en présence d'un arrêté de catastrophe naturelle. C'est-à-dire, c'est le stade, c'est-à-dire que ce qui prouve que ce ne présentait pas un caractère habituel, mais c'était un caractère inhabituel. Donc, ici, en soi, le fait qu'il y ait des intempéries, c'est pas forcément un cas de force majeure. Une société qui a des pièces en plastique se doit d'anticiper mais tous les éléments, que ce soit le feu, le vol et l'eau. Donc ici, ça pourrait être un cas d'exonération, ça pourrait être un cas, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu dégâts des eaux que c'est automatiquement un cas de force majeure. Autre point, Féti. Oui, allez-y. Il y avait une question sur les intempéries, parce que par exemple, si je commande du vin à un producteur et que tout d'un coup il chope la grêle, et du coup, il se retrouve sans vigne. Bon, il peut pas me livrer. Là, est-ce que si on a mis en place une obligation de résultat parce que j'avais commandé tant de bouteilles pour telle date? Alors, la particularité, c'est que quand on commande des bouteilles, on les commande déjà existantes. Mais on ne sait jamais si le vin nouveau, par exemple. Le vin nouveau, du Beaujolais. Du Beaujolais. Il est sorti, le Beaujolais. Ici, peut-on considérer que c'est un événement imprévisible, la grêle? Si c'est pas, comme vous dites, catastrophe naturelle. Attendez, est-ce que c'est pas la grêle, est déjà c'est la première fois que ça arrive? Non, c'est pas la première fois. Et donc, on ne va pas pouvoir toujours s'attacher au principe. C'est peut-être le vigneron, c'est peut-être le vigneron qui a commis la faute, qui a commis la faute de dire, qui s'engageait sur la récolte avec une obligation de résultat. Alors, c'est pour ça que le vigneron va être assuré et que c'est son assurance qui va le prendre en charge. D'accord. Mais c'est pas un cas de force majeure. C'est pas un cas de force majeure. Et du coup, monsieur, oui, j'ai une question. Est-ce qu'on pouvait dire du coup pour ce vigneron que c'est plutôt une obligation de moyens vu qu'il y a beaucoup d'aléas au niveau de la météo et tout? C'est lui qui va le mettre dans son contrat. Il y a deux types d'aléas. Vous êtes premier aléa, c'est l'aléa climatique, et le deuxième aléa, c'est l'aléa de la qualité. Vous ne pouvez pas vendre la cuvée 2021 comme un grand cru. Donc on est plus sur une obligation de moyens que sur une obligation de résultat. En revanche, les bouteilles que vous avez vinifiées, elles, vous pouvez déterminer leur prix parce que vous connaissez la qualité. D'accord, ok. Ça doit être explicite sur le contrat, si c'est une obligation de résultat ou de moyens? Ah ben oui, mais bien entendu. Bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il y a un aléa. L'aléa, c'est quoi? L'aléa, c'est que l'aléa climatique et l'aléa du soleil.
Le nombre de jours de soleil peut avoir une influence. Vous pouvez avoir les meilleurs pieds de vigne, ça peut avoir une influence sur, comment dire, sur la qualité du vin. Ok. Moi, j'aurais une question pour revenir par rapport au cas de l'exercice. Est-ce que le fait que l'usine soit ou non en zone inondable a un impact? Alors, comment dire, ça n'a pas du tout, ça n'a pas d'impact. C'est le professionnel, c'est la société Sud Plastique qui s'est installée là, elle assume le risque. Donc elle ne va pas pouvoir elle va pas pouvoir toujours dire chaque fois qu'il y a une inondation, je ne peux pas respecter mes obligations. Mmh. Donc, quand je suis professionnel, et ça vous le verrez quand vous serez ingénieur, on va vous dire, attendez, vous devez dompter l'imprévisible. Vous devez anticiper ce qui n'est pas prévisible. Vous verrez que c'est une phrase que les clients de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler vont vous mettre en avant. D'accord. C'est dit. Maintenant, est-ce qu'il y a un dommage pour la société Sud-Habitac là? La perte de 100 000 euros, c'est à la société, c'est à Toyota, non? Oui. Donc ça, c'est quoi? C'est un dommage Indirect? Non. Est-ce que c'est un dommage corporel, matériel ou moral? Matériel, enfin financier. Ben oui, on est ici sur un dommage matériel, direct, présent, et la menace de rompre des relations commerciales. Ça aussi, ça peut avoir, comment dire, ça peut avoir deux caractères. Ça peut être soit une perte de chance, soit ça peut être un dommage, comment dire, un dommage moral, parce que c'est la perte de réputation de la société. Donc ici, il y a bien un dommage, il y a bien une faute, il y a bien un dommage. Est-ce qu'il y a un lien de causalité? Est-ce que le dommage est un lien direct avec la faute? Dommage. Alors, attendez. Bah oui. Bah, oui, là, il n'y a pas de doute. Hein. Là, il n'y a pas de doute. C'est un lien direct, direct avec la faute. Donc, la responsabilité de la société Sud Plastique peut être engagée. OK? Ok. Donc, vous voyez le raisonnement? On détermine si c'est contractuel ou délictuel. On détermine la faute, le dommage, le lien de causalité. Voilà comment on fait sur une action en responsabilité civile. C'est bon? Je vous propose une petite pause. On reprend à 9h30. OK? Et à 9h30, on travaille le deuxième cas pratique qui est présent ici.